l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Funiage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission de curiosité scientifique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir monsieur André Merlin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous avez été le fondateur et le président durant 7 ans, je crois, de RTE. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est que RTE. C'est le réseau de transport électrique français. Anciennement, c'était un démembrement d'EDF, mais qui a été séparé, donc fondé par vous. Vous venez également en qualité de président d'une revue, alors qui n'est pas nouvelle, mais que vous venez de reprendre avec une nouvelle équipe, notamment autour de Fabien Bouglet, qui est bien connu des auditeurs de Toxin. C'est la revue Énergie, que je montre ici, dont vous êtes le président. Transition et énergie. Transition et énergie. Ce premier numéro, depuis que vous avez repris cette revue, est consacré aux éoliennes. Vous avez un entretien dans cette revue. Vous allez nous parler un peu de cette revue extrêmement intéressante que j'ai découverte moi, pour ma part en préparant cette émission. Mais on y apprend énormément de choses. C'est très complet, c'est très bien fait. Donc nous sommes heureux de voir cette revue réapparaître en quelque sorte dans le paysage médiatique français. Alors, pourquoi faire une émission avec vous, cher monsieur, et notamment sur le sujet des réseaux électriques et du transport électrique, parce que c'est un sujet à la fois technique, scientifique, mais aussi logistique, économique, bien entendu, mais on le verra également, politique et idéologique. On a vu tous ces aspects, et notamment avec le changement des sources d'énergie, notamment des éoliennes, du renouvelable. Mais tout ça, nous allons en parler avec vous, monsieur André Merlin. Peut-être pouvez-vous nous raconter d'abord comment, historiquement, a été fondé RTE et dans quelles circonstances vous avez mené cette création. Alors, le RTE, qui ne s'appelait pas à l'époque RTE, c'était gestionnaire de transport d'électricité, a été créé du fait de l'adoption de la directive européenne en 1996 sur l'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence. C'était une conséquence de l'acte unique qui avait été adopté du temps de Jacques Delors, et cet acte unique conduisait effectivement à organiser le marché intérieur au sein de l'Union européenne, et ça a conduit à l'ouverture à la concurrence des télécommunications, de l'électricité, du gaz et plus récemment des transports ferroviaires. Donc c'est une conséquence directe de cette directive. Alors ça supposait bien évidemment ensuite la transposition de cette directive dans le droit français, comme toutes les directives, c'est ce qui s'est passé. On a mis pas mal de temps à faire l'opération parce que la France considérait qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence. Ça marchait très bien auparavant et il n'y avait aucune raison de changer. Le problème, c'est qu'on était un peu minoritaire au sein de l'Union européenne et qu'il y a une majorité d'États membres qui ont préféré effectivement aller vers la concurrence. Et donc, à partir du moment où la directive a été adoptée, il a fallu transposer en droit français. Ça a mis 4 ans, quand même. La directive ayant été adoptée en juillet 1996, la loi a été votée en février 2000. Et une des conséquences de cette loi, c'était effectivement de séparer les activités qui étaient en concurrence, qui était essentiellement donc la fourniture d'électricité, production et fourniture d'électricité, de son acheminement. Et l'acheminement de l'électricité, ce sont les réseaux électriques. Alors, il y a les réseaux de transport d'électricité, ce que j'appelle souvent des autoroutes électriques et routes nationales. Ça, c'est ce qui était dans le... Pour faire simple, ce sont les lignes à haute tension. C'est les lignes à haute et très haute tension qu'on voit dans la nature, mais il y en a aussi en souterrain. Il n'y a pas que des lignes aériennes. Il y a également, surtout dans les grandes agglomérations comme la région parisienne. Et alors, ce gestionnaire de réseau, non seulement
il sert à acheminer l'électricité, mais également c'est lui qui réalise en permanence l'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Parce que bon, ce qui est dit, et je le redis à cette occasion, l'électricité ne peut pas se stocker directement. Alors, on va en reparler. On va reparler de ça parce que c'est vraiment un point essentiel, cette question du stockage de l'électricité. Tout à fait. Mais je vous propose qu'on l'aborde un tout petit peu après. Oui. Parce que d'abord, sur le plan strictement économique, parce qu'on voit bien que dans ces questions d'énergie, il y a un lien entre l'économie, la technique, le scientifique et évidemment, comme je le disais en introduction, le politique. Bien sûr. Donc, pour qu'on ait les choses en tête, on avait donc l'acteur majeur, c'était EDF en France, donc la Société nationale productrice d'électricité, mais qui avait en réalité deux missions. Produire l'électricité avec les centrales nucléaires, à gaz, sur les barrages, l'hydroélectricité, etc. Et ensuite, évidemment, acheminer l'électricité jusqu'à chez nous, pour faire ou jusqu'aux usines, pour faire fonctionner tout. Mais donc, il y avait cette double mission. Oui. J'en rajouterais même une troisième, c'était la vente de cette électricité. C'était aussi ce qu'on appelle la fourniture. Bon, on l'oublie un petit peu, mais il y a toujours des services commerciaux. Mais c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui sur notre facture. On a l'abonnement, etc. Donc, cette ouverture à la concurrence, on le comprend bien, c'est la concurrence de production. Mais on ne va pas reconstruire un réseau de transport parallèle qui avait été construit et qui était entretenu auparavant par EDF et donc par une société nationale en situation de monopole. Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est-à-dire que cette partie-là n'est pas mise en concurrence. Et c'est pour ça qu'elle se sépare de la partie qui, elle, est mise en concurrence, qui est la production et la fourniture. Et il a fallu effectivement séparer les deux choses, ce qui n'a pas été très simple, il faut bien le dire, parce que du point de vue de beaucoup d'agents d'EDF, ils n'ont pas compris pourquoi on allait jusque-là. Et il a fallu garantir par ailleurs que... J'avoue que moi, à titre personnel, je ne comprends pas très bien non plus, mais vous allez peut-être nous expliquer. On va vous l'expliquer, mais si on veut mettre en concurrence effectivement la production, il faut effectivement que la partie transport et distribution soit séparée. Oui, mais c'est soit géré de manière séparée. Que je comprenais Alors pourquoi ? Parce que si vous voulez, il ne faut pas avantager tel producteur par rapport à tel autre. Et si effectivement RTE était resté au sein d'EDF comme c'était le cas avant, à ce moment-là, il y avait des craintes que la France aurait pu avoir un avantage comparatif. Non seulement la France, mais qu'EDF soit avantagé par rapport, par exemple, à Engie ou par rapport à Total, puisque actuellement, c'est les trois principaux acteurs. Et donc, les concurrents d'EDF regardaient avec beaucoup d'attention la manière dont RTE allait se mettre en place. Et un des enjeux qui était le mien, c'est de montrer que RTE était une entité indépendante et qui ne donnait pas un avantage à EDF par rapport aux autres concurrents. Ça, c'est un aspect important. Alors, bien évidemment, il y a tout l'aspect économique, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement pouvoir faire en sorte qu'on utilise l'électricité comme on le faisait avant, qui est la moins chère. Et là, la règle, si vous voulez, c'est la règle de préséance économique, c'est-à-dire qu'on prend les moyens de production dans l'ordre des prix croissants offerts et jusqu'à satisfaire la demande. Et le moyen de production qui permet de satisfaire la demande fixe le prix sur le marché spot, parce que ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que la conséquence de cette loi et de la directive, ça a été de créer une bourse d'électricité, et c'est RTE qui l'a créée en relation d'ailleurs avec Euronext, dès la mise en place de cette nouvelle organisation. Voilà. Donc, bourse d'électricité qui donne en quelque sorte une indication sur le prix d'électricité et donc oriente donc, pour qu'on comprenne bien, donc RTE s'occupe du transport de l'électricité, mais va faire passer en priorité sur son propre réseau l'électricité la moins chère, pour optimiser en fait le marché. Donc à première vue comme ça, on se dit que c'est de la saine gestion, bien sûr, et que économiquement ça va être intéressant notamment pour les consommateurs. Bien sûr. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus exactement le cas. Alors c'est beaucoup plus compliqué, et ça on y reviendra peut-être après. Parce que y a des moyens de production
qui a priori ne sont pas soumis à la concurrence, qui sont les moyens de production renouvelables, oui. intermittents, comme l'éolien et les panneaux solaires. Pourquoi ? Parce que, étant donné que ces moyens ne dégagent pas ou très peu de gaz à effet de serre, la Direction générale de la concurrence, la Commission européenne, a accepté à partir de 2008 que ces moyens de production se situent hors marché. C'est ça qui... Et donc, tant que ces moyens de production représentaient qu'une faible part dans le mix électrique, ça n'avait pas, de conséquences majeures. Aujourd'hui, où justement on va avoir des quantités beaucoup plus importantes de ce type de moyens de production, là, ça a un impact, et on va en parler sans doute, sur le fonctionnement même du marché européen de l'électricité. Évidemment, on va en parler, mais peut-être qu'avant, on pourrait définir certains termes. Vous avez employé par exemple celui de mix électrique. Tout simplement, c'est les différentes sources de production d'électricité. Vous pouvez peut-être nous détailler à grands traits, en tout cas, ce qu'on fait en France. Oui, alors ce qui est le mix électrique en France, on a un mix électrique qui est assez différent de celui qu'on trouve ailleurs en Europe et même ailleurs dans le monde. On a principalement de la production d'abord hydroélectrique. Il faut savoir que EDF a construit beaucoup de barrages juste après la guerre, et même pendant la guerre, avant même qu'EDF soit créé, pour pouvoir alimenter en électricité toute la France, et en particulier les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille. Donc tout ceci, donc la production hydroélectrique, c'est presque l'origine d'EDF. Et ensuite, grâce au général de Gaulle et à Georges Pompidou, on a engagé ce qu'on appelle le plan Mesmer, c'est-à-dire la construction de réacteurs électronucléaires, parce que on s'apercevait que du fait de la crise pétrolière qu'on a connue en 73-74, il était absolument nécessaire d'avoir un moyen de production alternatif aux centrales thermiques, fioul, gaz et même charbon. Donc le deuxième moyen de production important, c'est le moyen de production d'électricité à partir de réacteurs électronucléaires. Qui aujourd'hui est très majoritaire. Représente, je dirais, 70% de la production d'électricité. L'hydraulique, bien évidemment, compte tenu des limitations dans la construction des barrages, parce qu'il n'y a pas des sites comme on peut en trouver ailleurs dans le monde, comme par exemple au Canada. On est limité dans la construction des ouvrages. Mais il représente quand même a équipé quasiment tout ce qu'elle pouvait équiper sur son territoire. Il y a encore quelques équipements à faire, mais en nombre limité. Disons qu'actuellement... Quand je faisais mes études, on me disait, je ne sais pas si c'était vrai, qu'on était équipé à 90% à peu près. Donc, on a 15% de production d'électricité d'origine hydraulique, donc 70 plus 15, ça fait 85. Et s'ajoute à cela la production venant de moyens éoliens et solaires, qui représente actuellement à peu près également un peu plus de l'ordre de 15%, quoi. Et il y a un petit complément qui est absolument nécessaire, notamment pour assurer une flexibilité suffisante du système électrique et surtout répondre aux périodes de pointe de consommation, parce qu'il faut savoir qu'on a une variation de consommation qui est très forte tout au long de l'année, et que la consommation la plus élevée, c'est l'hiver. L'hiver vers 18h. Vers 19h, 20h, la pointe de consommation d'électricité. Et là, quelquefois, on a besoin de moyens supplémentaires qui sont des centrales à gaz, essentiellement. Alors, voilà. Je lisais dans votre entretien dans ce magazine Transition et Énergie quelques chiffres. 2024, la France produit 536 TWh. C'est des milliards de kilowattheures. Des milliards de kilowattheures. Et la production fossile, donc gaz, biomasse, etc., c'est 20 TWh. Donc c'est 4-5%. Quoi. Oui, c'est ça. C'est absolument... Il faut bien se mettre ça en tête. En France,
la transition énergétique, écologique, elle est déjà faite. Oui, déjà. On ne fait que 4-5% de production avec des émissions carbonées dans l'atmosphère. Tout à fait. Donc, en réalité, notre transition, elle est faite depuis longtemps. Voilà. Avec notre hydroélectrique, le parc électronucléaire. Voilà. Et maintenant, un peu de renouvelable. Mais alors, j'ai vu un autre chiffre moi, qui m'a vraiment étonné, je ne le connaissais pas. Vous dites dans cet entretien, notez qu'entre 2023 et 2024, la puissance installée éolienne a augmenté de 10%, et malgré tout, la production a baissé de 10%. Oui, c'est très contre-intuitif. Oui, mais alors c'est ce qu'on a observé. On va voir ce que ça donne en 2025. Mais ce que l'on constate, si vous voulez, c'est qu'il y a un affaiblissement du vent, des régimes de vent, particulièrement en Europe. Et ceci, bien évidemment, a une conséquence sur la production d'électricité à partir de ces éoliennes. Il y a également un autre facteur qui joue dans le même sens, c'est que le matériel éolien vieillit relativement vite. Et lorsque ces moyens de production atteignent un âge, disons, de 10-15 ans, on s'aperçoit qu'il y a une chute de la production d'électricité de ces moyens. Et puis il y a un troisième point, c'est que les sites les plus venteux ont été équipés en priorité et que maintenant les nouveaux moyens de production éoliens ne sont pas aussi favorables qu'auparavant, et qu'il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de sillage. Et donc ces trois facteurs conduisent effectivement à ce résultat qui paraît surprenant. Hein. On augmente de 10% la puissance installée et en même temps on réduit la production d'électricité de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on produit moins, quoi. Et donc, ça coûte plus cher. Alors, il faut préciser une chose, parce que puissance installée, donc c'est la puissance potentielle de l'installation quand elle est à son maximum, à son optimum. Disons, exactement. Oui, mais évidemment, une éolienne, quand il n'y a pas de vent, ça ne produit rien. Quand il y en a trop, ça s'arrête. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Donc, on n'est pas tout le temps à l'optimum, alors qu'une centrale nucléaire, par exemple, elle est à son quasi-optimum en permanence. Ce qu'on appelle le facteur de charge, en fait. Le facteur de charge, actuellement, pour l'éolien, on est un peu au-dessus de 20%, 22%, disons, alors que pour un réacteur nucléaire, on est plutôt autour de 75-80%. Donc, en fait, on produit presque 4 fois plus d'électricité, et surtout, on produit cette électricité au moment où on en a besoin, parce que avec l'éolien, si vous voulez, on est soumis aux aléas de la météo, aux caprices de la météo. On ne peut pas produire nécessairement au moment où on en a le plus besoin. Pour faire simple, tout le monde le comprend, une éolienne fournit l'électricité quand il y a du vent, quand il n'y en a pas, ça ne fournit rien. Idem pour le solaire, si le soleil est la nuit, ça ne fonctionne Bien pas. sûr. L'hiver, les tranches horaires d'exposition sont moindres, et évidemment, quand il y a des nuages, ça fonctionne moins bien. Mais et d'ailleurs, il faut ajouter un point, et après, ça nous amènera à la question du stockage. C'est que donc, il faut une puissance installée, doublée en quelque sorte. Parce que si j'ai pas de vent à un moment, il faut que j'ai le même équipement qui puisse produire la même chose à côté. Donc, il me faut installer 2 systèmes au lieu d'un. Exactement. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la valeur du kilowattheure produit par ces moyens doit prendre en compte le fait qu'on doit avoir un moyen de production en secours. Et donc, ça réduit en quelque sorte la valeur du kilowattheure. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, même à prix d'électricité comparable, du fait que le service n'est pas le même, la conséquence, c'est que la valeur est moindre. Et donc, c'est moins rentable. Voilà la différence. Et malgré tout cela, et on en reparlera peut-être, il se trouve que l'éolien, comme le solaire, est fortement subventionné. Fortement subventionné. Surtout l'éolien marin. C'est beaucoup plus exigeant de construire des éoliens en pleine mer qu'au niveau terrestre. On se doute effectivement, ne serait-ce que d'installer un mât en mer, c'est plus compliqué et donc plus coûteux que de l'installer sur Terre. Et en plus, il faut relier, ça on en parlera aussi, avec le grand réseau. Avec le grand réseau électrique. Alors, on en vient, si vous voulez bien, à cette question du stockage, parce qu'on se dit, bon, certes, nous avons des sources d'énergie intermittentes, éolien, solaire,
Mais après tout, si on pouvait stocker cette électricité, on pourrait délivrer ensuite la puissance au moment où on en a besoin. Mais l'électricité, on ne sait pas la stocker. Alors, pourquoi on ne sait pas la stocker? Ou en tout cas, et peut-être nous donner une définition d'ailleurs de ce que c'est que l'électricité. Parce qu'on se dit, si c'est une source d'énergie comme du pétrole, le pétrole, je peux le stocker sans problème. Mais alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Alors, l'électricité, on a eu du mal d'ailleurs. Si on regarde l'histoire de l'électricité, on voit que ça a été quand même assez compliqué. Il a fallu des savants de grand renom, et on en a eu un en France qui était André-Marie Ampère, hein, qui a expliqué comment effectivement fonctionnait l'électricité, il a découvert en quelque sorte le courant électrique. C'est pour ça que l'intensité du courant se mesure en ampères. Alors que la tension est mesurée en volts. Vous allez peut-être aussi nous expliquer quelle est la différence entre intensité et tension. Voilà, tout à fait. Alors, donc, si vous voulez, l'électricité ne se stocke pas. Alors, pourquoi elle ne se directement? C'est une propriété qui est une propriété fondamentale de l'électricité. On pourrait la stocker si effectivement on faisait circuler cette électricité dans des supraconducteurs. Parce que à ce moment-là, on pourrait la mettre dans un truc qui tourne en permanence, et il n'y aurait pas de perte électrique. Parce que la conséquence de l'acheminement de l'électricité ou du transport d'électricité, c'est que ça génère des pertes. Et les pertes sont liées à la résistance électrique du conducteur qui permet d'acheminer l'électricité. Alors, c'est généralement des conducteurs qui sont très 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 bien conçus pour ce type de fonction, hein. C'est du cuivre ou de l'aluminium, hein. Mais ça génère quand même des pertes. Et les pertes, c'est ce qu'on appelle la loi Joule, c'est-à-dire le produit Joule aussi, mais de la résistance. Joule, c'est aussi un grand savant, hein, qui a été du 19e siècle. Donc, c'est le produit c'est de la résistance électrique du conducteur par le carré de l'intensité qui circule sur le conducteur. Alors, c'est pour ça, et vous allez peut-être nous faire le détail, qu'on fait circuler à grande distance dans des lignes dites à haute tension, voilà. C'est pour diminuer l'intensité. Voilà, alors, quel est le rapport entre intensité et tension? Alors, justement, ce que l'on achemine, c'est en fait pour l'utilisation de l'électricité, c'est une puissance électrique qui est le produit de la tension par le courant. Tension par le courant. Alors, la tension... Donc, tension par intensité nous donne puissance. La puissance. Qui se mesure en watts. Qui se mesure effectivement en watts. La tension, c'est en volts, l'intensité, c'est en ampères, et la puissance, c'est en watts. Alors, l'intérêt, si vous voulez, pour un électricien, pour celui qui gère un réseau électrique, c'est de réduire au maximum les pertes électriques. Et pour réduire les pertes électriques, on a trouvé un moyen fantastique, c'est de monter en tension. C'est-à-dire, plus vous augmentez la tension, pour transmettre la même puissance, plus l'intensité diminue. C'est inversement proportionnel à la tension. Et alors, pour monter la tension, c'est là où nos anciens ont découvert un moyen fantastique qui est le transformateur, qui permet très facilement de changer de tension et de passer, par exemple, d'une tension qui est celle qui permet la distribution chez le particulier, dans les ménages, de 220 volts à 20 kilovolts, ça c'est la moyenne tension, et puis au-dessus, pour la très haute tension, c'est-à-dire celle qui est gérée, le réseau qui est géré par RTE, on atteint jusqu'à 400 kilovolts. Et pour pouvoir changer de tension facilement, c'est là où on a vu qu'il était effectivement beaucoup plus facile d'utiliser du courant alternatif. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du courant continu qui est toujours constant, on est en courant alternatif avec une fréquence qui s'est imposée assez rapidement en Europe, qui est 50 Hz, c'est-à-dire 50 périodes par seconde. Parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que certes, l'électricité ne se stocke pas, elle génère des pertes pour la transporter, mais elle a un avantage considérable, c'est qu'elle se transmet à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Donc c'est pratiquement instantané. Et c'est pour ça que
le courant alternatif s'est imposé parce que grâce au transformateur qui, par effet électromagnétique, permet très facilement, c'est un équipement qui est relativement simple, il n'est pas très simple, mais il est relativement simple, et il a été conçu, il faut le dire, par un Européen, un serbo-croate qui s'appelle Tesla. Alors Tesla maintenant est très connu avec la voiture électrique, mais c'est Nikola Tesla qui a émigré aux États-Unis, qui a été embauché par Westinghouse, et quand il a été embauché par Westinghouse, il a inventé le transformateur, et c'est à partir de là que le courant alternatif s'est imposé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, mais on va approfondir, parce que vous nous emmenez dans les propriétés fondamentales de l'électricité, mais c'est intéressant de comprendre, parce que oui. c'est ensuite, par rapport à ces propriétés, on va développer ensuite le réseau, les techniques, etc. Exactement. Donc, pour comprendre, déjà, un courant électrique, qu'est-ce que c'est ? Moi, de ce que je comprends, c'est un flux d'électrons. Alors, c'est à la fois, c'est une onde et des électrons. Là, on va vers la physique, je dirais, moléculaire et même atomique. Hein. On a vu, effectivement, on arrive à ce qu'on appelle la physique quantique. Donc, je ne vais pas vous donner trop de détails sur le sujet, mais il faut savoir que c'est à la fois un électron et une onde. Et le courant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se transmet à la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. Donc, c'est pratiquement instantané. À l'échelle de l'Europe, même, c'est pratiquement instantané. À l'échelle du globe, ça le serait moins. Hein. Pour un transport sur 20 000 km, déjà, ça fait une fraction de seconde. Hein. Mais pour se mettre une idée en tête, la vitesse de la lumière, c'est 1 seconde à peu près pour aller sur la Lune. Enfin, faire le voyage Terre-Lune. Oui, 300 000 km/s. Oui, c'est ça, exactement. Donc, exactement. Vous avez tout à fait raison. Sur Terre, ça va vite. Quoi. Ça va très vite. C'est instantané. C'est considéré comme instantané. Alors, du fait du développement de ces nouveaux moyens d'acheminement et la nécessité pour éviter d'avoir des pertes trop importantes, eh bien, on est monté en tension. Et toute l'histoire du réseau électrique en France et ailleurs dans le monde, en Europe, c'est la construction progressive avec des niveaux de tension de plus en plus élevés. On a commencé par le réseau de distribution. Alors à l'époque, c'était pas normalisé, mais c'était de l'ordre de 220 volts. Hein. Ensuite, on a la moyenne tension. Ça, c'est à l'échelle, disons, d'un canton, même pas, peut-être même d'une petite agglomération. Et puis, très vite, on s'est aperçu, compte tenu des besoins d'électricité, et ça, c'est après la Première Guerre mondiale, qu'il fallait aborder des tensions plus élevées. Alors, c'est ce qu'on appelle la haute tension. Je dirais que c'est les routes départementales. On peut les classer ainsi, de l'électricité, qui ont permis, effectivement, d'irriguer sur toute une région l'électricité dont on avait besoin. Et puis ensuite, et ça, c'est je dirais, entre les deux guerres, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la nécessité d'alimenter l'électricité des grandes agglomérations comme Paris, la région parisienne, la région lyonnaise, Marseille, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on a besoin, à ce moment-là, on est arrivé à la haute tension, et au-delà de la haute tension, le 225 kV, 225 000 volts. Ça a été une étape très importante parce qu'en plus, cette tension a été normalisée sur toute l'Europe. Et donc, ça a permis, à partir de là, d'envisager des échanges d'électricité, non seulement au niveau des différentes régions d'un même pays, mais entre les pays. Et en 1960, on peut le dire ainsi, on a même vu la nécessité de monter encore d'un niveau et d'atteindre le 400 000 volts, qui est la tension la plus élevée en Europe et qui permet effectivement des échanges d'électricité sur tout le continent. Et qui a permis, bien évidemment, cette interconnexion qui est essentielle dans l'évolution, qui est celle dont je parlais tout à l'heure, la création du marché de l'électricité. Sans ces interconnexions, le marché de l'électricité n'aurait aucun intérêt.
Comment arrive-t-on à des tensions aussi élevées? Parce que pour avoir des tensions élevées, il faut une source de puissance élevée, on imagine. Alors, il faut pouvoir transporter suffisamment de... C'est de l'ordre, si vous voulez, sur une ligne 400 kV, on transmet la puissance d'un réacteur nucléaire, 1000 mégawatts. Et souvent, c'est des lignes doubles, et donc on a 2000 mégawatts. 2000 mégawatts, c'est déjà beaucoup, effectivement. Et donc, très concrètement, on a un réacteur nucléaire qui émet... vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne. On va expliquer, si vous voulez, je vais le faire assez simplement. Le réacteur nucléaire, en fait, produit de la chaleur. C'est une grosse bouilloire. C'est une grosse bouilloire. Avec cette chaleur, on produit de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va vers des turbines. On a entendu parler récemment, les turbines Arabelle. Voilà, les turbines Arabelle. Donc, les turbines, à ce moment-là, se produisent ce qu'on appelle de l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique par un alternateur qui est couplé à la turbine. C'est ce qu'on appelle le groupe turbo-alternateur. Donc ça, c'est l'origine. Et l'électricité qui est produite par ces turbo-alternateurs est une tension qui est beaucoup plus faible que le 400 kV. On doit sortir en moyenne tension. Je ne vais pas vous donner la valeur exacte parce que je ne la connais pas de tête, mais c'est de l'ordre de la moyenne tension, c'est-à-dire entre 20 et 40 kV, 40 000 volts. Et bien évidemment, cette électricité qui est très importante, un réacteur nucléaire, c'est 1000 mégawatts. Donc la turbine produit 1000 mégawatts. Eh bien, pour pouvoir transporter cette électricité, on monte en tension. Et là, on a un transformateur, enfin ce qu'on appelle un poste de transformation, qui permet d'élever la tension et ensuite de transporter cette électricité grâce à des liaisons. Alors, ce sont souvent des liaisons aériennes. C'est les pylônes qu'on voit dans la nature, qui suscitent d'ailleurs quelques oppositions, il faut bien le dire, qui font 50 mètres de haut. C'est pas énorme par rapport à une éolienne qui en fait 200 mètres, mais enfin, c'est quand même 50 mètres de haut, et ceci tous les 500 mètres. Et cette électricité, elle va vers notamment les grandes agglomérations, je pense en particulier à la région parisienne, et elle n'arrive pas dans le centre, bien évidemment, de Paris, c'est pas possible. Elle est dans la périphérie, c'est la Grande Couronne. Et là, pour le dire, je suis arrivé en train là pour. Oui, vous les avez vus alors. Enregistrer cette émission. Quand on arrive à Paris, on voit des grands transformateurs comme ça, exactement. Et souvent autour des cœurs industriels aussi. Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a à nouveau des postes de transformation qui font la transformation inverse, c'est-à-dire qu'on passe du 400 kV au 225, voire à des tensions inférieures. Et à partir de là, on a, dans les grandes agglomérations, comme on ne peut pas installer des pylônes, on a des câbles électriques qui permettent d'alimenter des postes électriques qui sont à l'intérieur même de l'agglomération, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui sont des postes souterrains ou des postes en bâtiment, par exemple à Paris. Et c'est ces postes-là qui alimentent l'électricité les différents immeubles et satisfont aux besoins d'électricité. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est tout un maillage qui s'est constitué au fil des années. Et aujourd'hui, on a un réseau 400 000 volts qui fait 20 000 km, c'est loin d'être négligeable, qui s'est construit essentiellement en relation avec le parc nucléaire, parce que c'est le parc nucléaire qui a conduit à monter en tension, essentiellement. Ensuite, on a un réseau 225 kV qui est le réseau sous-jacent, des routes mais d'ailleurs, parce que ça pose un problème actuellement, si j'ai bien compris. Évidemment, on conçoit bien qu'une centrale produit une puissance extrêmement importante, donc on va pouvoir monter en tension pour acheminer sur des grandes distances. Et si on prend un parc éolien ou des éoliennes qui sont un peu dispersées comme ça, on ne va pas arriver à la sortie d'une éolienne à une puissance très élevée par rapport à une centrale. Alors je vais vous expliquer. Là, on passe, si vous voulez, maintenant à des nouveaux moyens de production, éolien et solaire. Alors, il faut séparer l'éolien terrestre et l'éolien marin. Alors, l'éolien terrestre,
c'est généralement une dizaine d'éoliennes dont la puissance est de l'ordre de chacune de 2 mégawatts. Donc ça fait 20 mégawatts. Donc c'est une petite puissance comparée aux 1000 mégawatts d'un réacteur nucléaire. Et donc généralement ces moyens de production éolien sont connectés au réseau de distribution et je dirais même au poste qui assure l'interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Alors ces moyens éoliens, et c'est vrai aussi pour les centrales solaires, nécessitent de construire davantage d'ouvrages d'acheminement. Et là, c'est essentiellement des ouvrages de distribution, moyenne et basse tension. Renforcer aussi ce que j'ai appelé les postes sources, c'est-à-dire ces postes qui sont entre le transport et la distribution. Et ceci, bien évidemment, génère des dépenses très importantes. À telle enseigne que... Pour bien comprendre, comme on a moins de puissance par installation, il faut augmenter la taille du réseau. Voilà, et le réseau lui-même, il coûte, puis il faut l'entretenir derrière. Exactement. Et en plus, on a des déperditions sur les lignes. Exactement, on a des pertes. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que les gestionnaires de réseau, là, dans le futur, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la PPE3, la politique énergétique de la France d'ici 2035, ils annoncent des investissements considérables, 100 milliards d'euros pour le réseau de transport et 100 milliards d'euros pour le réseau de distribution. Mais j'en viens maintenant aux éoliennes marines. Alors, les éoliennes marines, ce sont On sent que vous les aimez bien. Écoute, j'en sais rien. Moi, a priori, je suis pas contre. Mais je regarde les conséquences sur le plan économique. Et j'irai même sur le mode de fonctionnement du système électrique et les risques, ce qu'on appelle de blackout. On y reviendra peut-être avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps sur la péninsule ibérique. Mais revenons un instant sur les parcs éoliens. Les parcs éoliens sont des parcs qui font de l'ordre de 500 mégawatts à 1000 mégawatts, voire même 2000 mégawatts. Donc, c'est des moyens de production qui sont à peu près en puissance équivalents à une centrale nucléaire. À un réacteur nucléaire. Je ne dis pas une centrale nucléaire parce qu'une centrale, il y a 2 réacteurs, il peut y en avoir davantage. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, il faut connecter ces moyens de production directement au réseau de grand transport d'électricité, c'est-à-dire au réseau 400 kV. Et comme ce sont des parcs éoliens marins, on a besoin à ce moment-là d'avoir des liaisons non pas aériennes, mais des liaisons sous-marines et souterraines, parce que dès l'instant qu'on a commencé à acheminer l'électricité par liaison sous-marine, on continue par des liaisons souterraines jusqu'au poste de transport 400 kV. Ce que j'appelle un poste d'interconnexion. Et il faut savoir que dès lors que l'on utilise ce moyen d'acheminement sous-marin et puis souterrain, dès lors qu'on dépasse 50 km, et c'est souvent le cas, on ne peut plus transporter cette électricité en gardant le courant alternatif, ce qui est la règle pour l'ensemble du réseau de transport. On est obligé de transformer cette électricité en courant alternatif qui est produite sur le site du parc éolien, qu'on collecte à partir d'un poste électrique qui est à proximité du parc éolien. On est obligé de transformer cette électricité en courant continu, de transporter cette électricité en courant continu jusqu'au poste d'interconnexion. Et là, on fait la procédure inverse, c'est-à-dire qu'on transforme l'électricité qui est en continu en courant alternatif à 50 Hz. Chaque liaison de 1000 mégawatts, c'est 1 milliard d'euros. Il est prévu effectivement de construire d'ici 2035 de l'ordre de 20 gigawatts, 20 000 mégawatts. Donc rien pour les connexions d'éoliennes marines au grand réseau de transport, c'est 20 milliards d'euros. Sachant que la France, actuellement, produit plus qu'elle ne consomme. Oui, c'est ce que j'ai appris en lisant, encore une fois, c'est un magazine très intéressant. On a actuellement un surplus qui est de l'ordre de 100 TWh. 100 TWh. Et d'ailleurs, ces 100 TWh, du fait que grâce au nucléaire, on a un prix de marché de l'électricité en France qui est sensiblement inférieur à celui qu'on a chez nos voisins, et notamment en Allemagne, on a pu exporter cette électricité vers les voisins, vers les pays voisins.
Et effectivement, on a pu en définitive utiliser au maximum les moyens de production qui étaient disponibles. Mais avec ce qui se prépare, avec la quantité phénoménale de moyens de production éoliens et solaires, on aura un excès de production, enfin de capacité de production par rapport non seulement aux besoins de la France, mais à nos capacités d'exportation. Donc qu'est-ce qu'on sera obligé de faire ? Eh bien, on sera obligé de mettre à l'arrêt un certain nombre de ces moyens de production. Donc, si vous voulez, c'est un gaspillage d'argent public. Il faut le dire ainsi. C'est vraiment, là, on touche quand même le cœur du sujet. Ah oui. Et si vous voulez, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une augmentation du prix de l'électricité. Parce que donc, il faut. On est déjà à capacité de production largement suffisante pour la France, voire nous exportons. En plus, on a des progressions de consommation qui sont de l'ordre de 1% par an, à peu près. Même pas. Très faible. Là-dessus, je me permets de vous couper. Depuis 2012, la consommation d'électricité en France ne cesse de baisser. Et même en 2025, on s'aperçoit que sur les derniers mois, compte tenu de la situation économique qui est pas très bonne, on a encore une baisse de la production d'électricité, de la consommation d'électricité. Donc, si vous voulez, on n'a pas besoin dans l'immédiat de mettre en service de nouveaux moyens de production. Et c'est pour ça qu'on conteste complètement la politique énergétique telle qu'elle résulte de la PPE 3, qui risque de nous être imposée et qui va avoir des conséquences considérables sur non seulement le prix de l'électricité pour les ménages, mais également pour les entreprises. Et donc, on parle de réindustrialisation. Si le prix de l'électricité pour les entreprises continue à monter comme ça a été le cas au cours des dernières années, et je dirais ça risque même de s'accélérer. Parce qu'il faut bien comprendre. Donc là, on va payer une première fois pour installer des nouvelles installations avec de la puissance installée. Oui. Premier coup. 2, il faut raccorder. Oui. Donc, deuxième coup. Oui. 3, comme c'est du renouvelable intermittent, ça ne fonctionne pas, donc éventuellement doubler les capacités de production. Exactement. 5, comme ça n'est pas rentable, il faut subventionner. Exactement. 6, et ça c'est un point, ça nous amène peut-être au marché européen de l'énergie, comme le prix subventionné est cher, ça fait monter le prix du kilowattheure qu'on achète au final. Là, il faut que je vous explique un peu comment fonctionne le marché. Ça va pas être... Bon, je vais pas aller dans les détails. Hein. Il se trouve que j'ai créé l'Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité en 2001 à la demande de la vice-présidente de la Commission européenne, donc je connais bien le sujet. Je n'étais pas le seul, hein, mais j'étais un des acteurs majeurs. Et si vous voulez, ce marché de l'électricité, il faut le dire très clairement, dysfonctionne complètement aujourd'hui, parce qu'on a des prix négatifs. Lorsqu'on a on a du vent et du soleil, on a un excès de production, donc on ne sait pas quoi faire d'électricité. Donc le prix sur le marché devient négatif, ce qui est un non-sens économique, il faut quand même le dire. Et ceci s'étend de plus en plus. On était à 300 heures par an l'année dernière. Cette année, on va dépasser 600 heures et puis on va monter encore. Et alors les jours, par contre, où il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil, comme ce qui s'est passé en Allemagne au mois de décembre, eh bien les Allemands, ils n'avaient plus assez de quantité d'électricité disponible pour satisfaire la demande. Et heureusement, la France, avec son parc nucléaire, a pu exporter l'équivalent de la production de 13 réacteurs nucléaires. On est compte, 13 réacteurs nucléaires. Alors voilà la situation actuellement. Donc on avait un marché qui fonctionnait à peu près bien, de mon point de vue, et qui maintenant dysfonctionne complètement du fait de cette politique complètement folle, qui est d'ailleurs une conséquence, il faut le dire, du Green Deal, hein, du pacte vert qui a été adopté par la Commission européenne. Parce qu'il faut savoir que la PPE 3, Programmation pluriannuelle d'énergie, est une conséquence du Green Deal. Il faut vraiment qu'on ait des choses en tête, parce que là, on a quand même quelque chose de parfaitement idéologique. Ah, exactement. Mais le problème, c'est que derrière... les conséquences sont considérables. Des conséquences économiques. Ouais. Mais on a une réalité. C'est-à-dire que vous parliez du prix négatif quand on a un excédent de production. On dirait il suffit de se brancher et puis d'évacuer tout ça. Mais on revient à cette question du stockage. Nous ne savons pas stocker l'électricité.
Mais quand on en produit trop, donc on ne sait pas, comme on ne sait pas stocker, on ne sait pas quoi en faire. Exactement. Et ça peut faire surchauffer le réseau. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne la stocke pas? Quelles seraient éventuellement les solutions possibles? Et qu'est-ce qui se passe en cas de non-stockage de l'électricité excédentaire? Alors, je vais quand même, auparavant, si vous permettez, je vous en prie, voir comment sont ces subventions pour les énergies renouvelables. Et je vais prendre l'exemple d'un parc éolien, qui est par exemple le parc de Saint-Brieuc, qui a été mis en service il n'y a pas très longtemps. Ce parc, c'est un parc de 500 mégawatts. Ce parc a été attribué à une entreprise, enfin un groupe qui est d'ailleurs étranger. C'est le choix qui a été fait par appel d'offres. Et l'appel d'offres qui a été accepté par les pouvoirs publics garantit un prix fixe sur 20 ans. Et ce prix fixe, finalement, je prends l'exemple du parc de Saint-Brieuc de 500 mégawatts, c'est 200 € pratiquement du mégawattheure, 196 exactement. Et l'État s'engage à compenser la différence entre le prix de marché, à chaque instant, le prix de marché, et ces 196 €. Le prix de marché est de 56 €. C'est le prix de marché qu'on a en moyenne sur le marché en France. 56 €. La différence, 140 € est pris en charge par l'État. Si vous multipliez ces 140 €... Mais comme dirait François Hollande, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Oui, c'est l'État qui paye, voilà, exactement. Et si vous multipliez 140 € par la durée d'utilisation, le facteur de charge dont on parlait tout à l'heure, qui est de l'ordre de 3500 heures, mettons, c'est à peu près par an, c'est un peu en dessous, mais enfin, prenons 3500 heures, multiplié par 1000 mégawatts, c'est une subvention pour ce parc éolien garanti sur 20 ans de 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Si vous multipliez ces 500 mégawatts par 40, puisque ce qui est prévu par la PPE, c'est 20 gigawatts, eh bien, on aboutit à une subvention annuelle de 10 milliards d'euros. Vous connaissez les finances qui sont celles de la France, avec un déficit abyssal. On a une dette de 350 milliards d'euros. Là, on a donc une charge de 100 milliards d'euros. Alors, l'État, ne pouvant pas prendre la totalité sur le budget, répercute une partie de ces charges sur les factures des consommateurs domestiques et des petites entreprises, sous la forme d'une accise, ce qu'on appelle l'accise. Et c'est ça qui fait monter le prix de l'électricité, en particulier. Là, il y a un deuxième facteur, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la nécessité d'investir davantage sur le réseau, et vous le payez dans le tarif d'acheminement de l'électricité, ce qu'on appelle le TURP. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a deux facteurs essentiels qui font monter les prix de l'électricité. La subvention directe, dont une partie se retrouve sur la facture d'électricité, et puis l'augmentation du tarif d'acheminement. Si on regarde l'évolution du prix de l'électricité pour les ménages depuis 2000 jusqu'en 2024, c'est des statistiques européennes, c'est Eurostat. On s'aperçoit que de 2000 jusqu'à 2008-2009, le prix de l'électricité à euros courant est à peu près stable. C'est-à-dire en euros constants, il a baissé. Il a baissé de 10-15%. Ça, c'est l'effet du plan Messmer. Et depuis 2009, tenez-vous bien, on est passé de 120 € du mégawattheure, 12 centimes du kilowattheure, à 280 € du mégawattheure. Donc une augmentation de 140%. 140% en 15 ans. 15 ans, 140%. Payé par le consommateur domestique. Donc en fait, c'est une taxe. C'est un impôt, quoi, en quelque sorte, que vous faites payer à tous les ménages. Alors bien sûr, ça se répartit sur un nombre de ménages qui est très important, bien évidemment, 36 millions de foyers. Mais quand même, ça fait des sommes considérables. Et par ailleurs, si on suit la PPE 3 qui prévoit un triplement des renouvelables intermittents, c'est-à-dire solaires et éoliens, et notamment l'éolien marin,
Eh bien, ce que je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est qu'il faut prévoir un doublement encore de la facture d'électricité pour les ménages. C'est ça qui nous attend, si on a besoin. Parce que, comme vous le disiez très justement, on n'a pas besoin de cette électricité. Et qui plus est, cette électricité est subventionnée. Donc ça ne tient pas un instant la route. Alors, il y a aussi les industriels. Alors, les industriels ne payent pas la subvention directe, mais ils payent par contre les conséquences sur les dépenses d'acheminement du réseau. Et notamment pour ceux qui sont raccordés en haute tension, parce que les industriels consomment beaucoup d'électricité, donc ils se raccordent en 225 kV, ou éventuellement à la tension inférieure qui est 90 kV. Et là, bien évidemment, cette politique a une conséquence, je l'ai dit, sur le TURP, mais à tous les niveaux de tension, surtout si on fait de l'éolien marin. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui une électricité pour les industriels, comme l'a dit le président de Michelin, qui est 40%, même plus que ça, 80% plus élevée qu'aux États-Unis, au Canada. 106 € du mégawattheure par rapport à 60. Voilà ce qu'a dit le président de Michelin. Alors que il faut quand même rappeler que la France, grâce notamment à son système électronucléaire, avait l'électricité la moins chère du monde. Je dirais au moins d'Europe et assez comparable à celle qui a été aux États-Unis et au Canada. Voilà. Parce que les États-Unis, si vous voulez, continuent à utiliser très largement le pétrole, le gaz et même le charbon. Ce à quoi on se refuse, oui, mais nous, pour d'autres raisons. On ne le fait pas en France, et tant mieux. Enfin, oui. Limite, on émet peu, même au-delà de la question du carbone, il y a des polluants, donc c'est des choses qu'on respire. On le voit très bien d'ailleurs quand on a des vents d'Est à Paris. On reçoit de la pollution. La pollution venant d'Allemagne. Qui arrive d'Allemagne et des centrales à lignite. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est encore plus génial, mais enfin, je le dis aux auditeurs parce que c'est passionnant ce que vous nous racontez. Mais là, on voit tous ces enjeux, la technique, scientifique, et l'impact de l'idéologie bête en termes de coûts, d'argent, c'est un délire. Je termine simplement, vous allez voir. Je vous en prie. On augmente également le prix d'électricité pour les industriels. Donc ça. Et donc pour nous, parce que derrière c'est nous qui achetons les produits industriels. Bien sûr, tout à fait. Mais ça veut dire que ça pousse à l'industrialisation, à la désindustrialisation. Et donc c'est un des facteurs majeurs, ça on ne le dit pas, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre sur les 10 dernières années, en particulier sur les 6 dernières années. On dit que les émissions de gaz à effet de serre en France, grâce à cette politique en faveur du climat, a permis de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. On devient plus pauvre, donc on produit moins de gaz à effet de serre, c'est normal. Et en quelque sorte, on délocalise les émissions de gaz à effet de serre. Parce que les produits qu'on continue à acheter, ils viennent d'ailleurs, notamment de Chine, et ils sont produits avec des moyens qui dégagent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc on a tout faux, si vous voulez. Et donc ça gêne bien évidemment l'électrification des usages, qui est un parce qu'on nous dit mais il faut absolument électrifier les usages, certes, mais si le prix de l'électricité... Électrifier les usages, ça veut dire par exemple, très concrètement, au lieu de mettre de l'essence dans votre voiture, vous allez acheter une voiture électrique, on se brancher sur les réseaux. Mais si le prix de l'électricité augmente, c'est un frein considérable à l'électrification des usages. Et on le voit d'ailleurs, puisque la consommation d'électricité, non seulement elle stagne, mais elle continue à baisser. Donc, si vous voulez, les gens qui ont imaginé cette transition énergétique avec de tels moyens, ils n'ont pas du tout réfléchi au problème. C'est pour ça que je dis, dans mon article paru dans cette revue, cette politique énergétique tue la transition énergétique. Alors, c'est peut-être un peu fort le terme tuer, mais en tout cas, met à mal cette transition énergétique. Et il faut absolument que la Commission européenne, alors je ne sais pas si c'est celle qui est actuellement en vigueur, mais sinon ce sera la prochaine, il faut absolument changer cette politique. Parce que ça met à mal non seulement l'économie française, mais l'économie sur l'ensemble de l'Europe. On a une situation qui est catastrophique sur le plan économique. Vous en êtes conscient. On décroche par rapport aux États-Unis, et je ne parle pas de la Chine, et la France, en plus, elle décroche par rapport au reste de l'Europe. Mais ça, il faut bien le comprendre, que les auditeurs l'aient en tête, parce que
on parle de décrochage, d'appauvrissement, etc. Il faut réaliser que, alors j'ai plus le chiffre exact, mais me semble-t-il que dans les années 80, la richesse moyenne d'un Français et d'un Américain était sensiblement la même. Oui. Aujourd'hui, on doit être 40 ou 45% en dessous, un Français, qu'un Américain. Donc le décrochage, c'est pas une lubie qu'on a. Et parallèlement, on est endetté à mort. Là, tout le monde commence à s'en préoccuper apparemment. Mais ce que ça veut dire que demain, on va vendre les derniers bijoux de famille qui nous restent. Et il n'y aura plus rien. Et qui plus est, on ne contribue pas, contrairement à ce qu'on dit, à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Puisque, en fait, on délocalise cette production de gaz à effet de serre. Et en plus, il y a le phénomène, mais vous allez peut-être nous en parler, du marché européen de l'énergie, c'est que le prix de l'électricité, et j'en perds mon latin, est indexé, non pas sur le coût réel de l'électricité, mais sur autre chose. Alors, si vous voulez, le marché de l'électricité, en fait, j'ai eu l'occasion de faire une interview que vous pourrez retrouver sans doute, qui était sur Sud Radio il y a un peu plus d'1 an, pour expliquer, ça prend un peu de temps, comment fonctionne le marché de l'électricité. Je le connais bien, puisque je l'ai mis. En fait, le marché de l'électricité, il y a un marché par État membre. Un marché par État membre. Et donc, on ne peut pas dire que le prix de l'électricité sur l'ensemble du marché est indexé sur le prix du gaz ou le prix du charbon. La meilleure preuve, c'est qu'actuellement, le prix de l'électricité sur le marché français est de l'ordre de 30% inférieur au prix allemand. Ce qui nous permet d'exporter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Mais là où donc, si vous voulez, et alors il y a je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a mis en place, quand j'étais encore à RTE, ce qu'on appelle un couplage des marchés entre États membres. Et le premier couplage a été réalisé d'ailleurs entre la France et les Pays-Bas, en incluant la Belgique. Il faut savoir que les interconnexions, c'est ce qui limite les possibilités d'échanger d'électricité entre deux pays. C'est ça c'est le goulot d'étranglement, en quelque sorte. Et donc, dès lors que l'on a atteint la capacité maximum de l'interconnexion, à ce moment-là, il y a un découplage des prix de l'électricité des deux côtés de la frontière. C'est-à-dire que le pays exportateur a un prix d'électricité sur le marché qui est bien évidemment inférieur au prix de l'électricité sur le pays qui importe. C'est-à-dire quand on vend de l'électricité aux Allemands, ils payent l'électricité qu'on exporte, ils la payent plus cher que le prix qui est payé en France. Donc, il y a cette différence. Il faut bien l'avoir en tête. Ceci étant dit, ce qui ne va pas du tout, et ce qu'il faut effectivement, et c'est pour ça que j'alerte, y compris les responsables au niveau européen, c'est qu'on a un marché qui dysfonctionne complètement avec des prix négatifs qui vont être de plus en plus nombreux. Et alors, ces prix négatifs, comment on va essayer de les traiter? Ça veut dire qu'il y en a un excès de production. Et donc, on fait baisser la production de notre parc nucléaire, c'est-à-dire qu'on économise en quelque sorte 10 € du mégawattheure pour pouvoir utiliser au maximum la production des éoliennes. Et lorsque c'est des éoliennes marines, elles nous coûtent 200 € du mégawattheure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on arrive à des aberrations pareilles? Des aberrations comme les prix négatifs. Parce que moi, je me rappelle quand il y avait eu les taux d'intérêt négatifs, Charles Gave, notamment à l'époque, mais c'était pas le seul, mais montait sur ses grands chevaux en disant « Mais vous vous rendez compte, des taux d'intérêt négatifs, ça n'a aucun sens. » Oui, c'est pareil. Ça veut dire économiquement que l'avenir est plus certain que le présent. Exactement. Et là, c'est pareil. On ne raisonne pas exactement de la même manière, mais ça n'a aucun sens économique. Donc, finalement, ce que l'on cherche à faire, c'est à baisser à ce moment-là la production, y compris du nucléaire, ce qui n'a aucun sens pour pouvoir laisser passer de la production d'origine éolienne. Et même ça ne suffit pas. Et alors, la conséquence sur le nucléaire, c'est qu'en plus, ça augmente le prix du kilowattheure nucléaire, puisque, si vous voulez, on produit moins. Les charges fixes restent les mêmes, vous comprenez. Et donc, ça veut dire que c'est le prix de l'électricité. Mais non seulement ça, mais ça a mis en cause la maintenance même du parc nucléaire. C'est pour ça que le haut-commissaire à l'énergie atomique s'est alarmé de cette situation. Ainsi d'ailleurs que... En gros, une centrale nucléaire, c'est pas fait pour être coupée et allumée comme ça. Non, on a grâce à la francisation du réacteur PWR de Westinghouse, on a pu faire du suivi de charge.
ce qui était déjà beaucoup. Mais on ne peut pas faire de la dentelle, ça n'a aucun intérêt. Puis ça met en cause donc maintenant la disponibilité de ces centrales, donc ça accroît la maintenance. Et je dirais même que l'autorité de sûreté nucléaire se demande si ça ne peut pas avoir aussi des conséquences sur la sûreté du réacteur. Est-ce que ça ne va pas favoriser, par exemple, les micro-fissures qu'on a eues lors de la corrosion sous contrainte, hein? Donc c'est une aberration. Et je milite, et je ne suis pas le seul, à faire en sorte qu'il y ait priorité d'accès du nucléaire par rapport aux renouvelables intermittents. Il n'y a aucune raison de donner la priorité aux renouvelables par rapport au nucléaire, parce que dans les deux cas, on ne dégage pas de gaz à effet de serre, de CO2. Et je dirais même que le nucléaire dégage beaucoup moins de CO2 que le photovoltaïque. On va vous dire, oui, mais le nucléaire, il pollue avec les résidus. Ah, oui, ça c'est certain, mais bon, ça c'est le problème du stockage et de la 4e génération. On pourra en parler si vous voulez. La 4e génération permettra en grande partie de pouvoir utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des déchets, mais qui n'en sont pas, hein, en grande partie. Alors il y a quelques déchets. La 4e génération, c'est celle que, notamment en France, on avait commencé à mettre en place. Superphénix. Avec Superphénix. Donc si je ne me trompe pas, c'est des technologies dites à neutrons rapides. Voilà, c'est ça. Mais qui se servent en fait des déchets nucléaires comme carburant. Ouais, exactement. Et ensuite, il ne reste plus rien. Oui, enfin pas tout à fait. Il reste quand même quelques déchets qu'il faudra de toute manière, d'une manière, soit stocker, soit traiter d'une manière ou d'une autre grâce à peut-être des technologies. Ça veut dire que cette nouvelle technologie permettrait de récupérer nos déchets actuels. Bien sûr. Et d'en faire une énergie propre. Oui. Sûre, durable, etc. Exactement. C'est absolument génial quand on y pense. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, les écologistes qui voyaient le danger ont tout fait pour pouvoir pour arrêter Superphénix et arrêter la suite de Superphénix. C'est Madame Bouanet en particulier qui est responsable de cette affaire. Ça remonte à l'époque du gouvernement de Lionel Jospin. Mais plus récemment, il y avait un projet qui était bien engagé et qui a été arrêté en 2020 ou 2019, je crois, c'est 2019 maintenant, et qui était la suite de Superphénix. Et là, le président de la République, voyant effectivement qu'on s'était fourvoyé, a changé complètement et a décidé de redémarrer ce projet. Voilà. Enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, mais attendons la suite. Parce que alors, je voudrais, si vous voulez bien, que vous nous expliquiez. Stockage. Alors voilà, cette histoire de prix négatif, de stockage, de surcharge peut-être, et ça nous fera le lien aussi avec ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal il y a quelques mois maintenant. Oui, tout à fait. Alors le stockage, si vous voulez, le moyen le plus facile, on ne peut pas stocker, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électricité directement, pour les raisons que j'ai indiquées. Donc, c'est un stockage indirect. Et le moyen le plus efficace est de stocker cette électricité à partir des barrages. À ce moment-là, on crée ce qu'on appelle des stations de transfert d'énergie par pompage. Aux heures où on a de la capacité disponible, on pompe cette électricité et on la stocke sur un bassin supérieur. Et au moment où on a besoin de cette électricité, on la turbine vers le bassin inférieur. C'est ça. Et l'intérêt de l'hydraulique, c'est sans doute le moyen le plus flexible et le plus efficace pour gérer correctement un système électrique. On revient aux réalités physiques de base, c'est-à-dire qu'on a trop d'électricité, donc on met en hauteur, donc avec de l'énergie potentielle, de l'eau en hauteur, qu'on peut convertir quand on veut en énergie cinétique. Exactement. Et qui elle-même va approvisionner une turbine qui va refaire de l'électricité. Alors malheureusement, on n'a pas énormément de sites, et qui plus est, les investissements dans le réseau, dans les moyens de production hydroélectrique ont été pratiquement figés parce qu'il y a une directive européenne, encore une, qui oblige les concessionnaires à mettre en concurrence à la fin de la concession. Et donc EDF ne voyait aucun intérêt, et je pense qu'Engie était dans la même situation, à construire de nouveaux équipements tant qu'ils n'avaient pas la garantie de garder la concession. Alors il se trouve qu'actuellement, il y a une négociation qui a
pratiquement abouti avec la Commission européenne et qui consiste en fait à changer de régime et de quitter la concession pour avoir un régime d'autorisation et d'éviter d'être sous la coupe de cette directive. Alors, c'est pas encore terminé, mais je pense que... Et grâce à cela, si on sort de cette difficulté, on va pouvoir sans doute construire quelques centrales de pompage, ce que j'appelle les STEP, et ceci, on en a besoin pour garantir plus de flexibilité, du fait en particulier de l'intermittence des éoliennes et des panneaux solaires, qu'on a déjà et qu'on aura de toute manière pendant pas mal d'années. Donc, il faut effectivement pouvoir... Simplement, c'est des capacités limitées du fait de la géographie, je dirais. Hein. C'est pas... Et puis, ça suscite aussi des oppositions, hein. Il faut quand même le savoir, hein, de construire de tels équipements. Et puis, il faut... on ne va pas inonder toutes les vallées de France. Exactement. Ça a déjà... Vous vous rappelez de Signes, par exemple, ça a posé des tas de problèmes. Et alors, le deuxième moyen de stockage, qui est malheureusement beaucoup plus cher, c'est le stockage électrochimique sous forme de batterie. Oui, c'est ce que je vais dire. Pourquoi on n'a pas des grosses batteries comme dans les voitures ? Oui, mais ça coûte très cher et les capacités de stockage sont beaucoup plus limitées. Alors, ça se développe, bien évidemment, mais ça n'a pas les mêmes avantages que les stations de pompage hydraulique, parce que ça ne participe pas à la stabilité du système électrique interconnecté. Alors, je vais y venir au travers des questions liées à la grande panne qui a affecté la péninsule ibérique. Mais il faut savoir que c'est ces deux moyens de production et il n'y en a pas d'autres. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même relativement limité. Et ça coûte un certain prix. Donc, ça se retrouve sur le prix de l'électricité, si vous voulez. C'est des investissements supplémentaires. Hein. Alors, certes, on disait tout à l'heure qu'à côté des moyens intermittents, il faut des moyens pilotables. On parlait des moyens conventionnels. On peut aussi avoir des moyens de stockage, mais c'est un investissement supplémentaire. Et donc, ceci se retrouve dans le prix de l'électricité surtout pour les ménages, mais aussi, d'une certaine manière, pour les industriels. Donc, voilà la situation. Alors, on serait dans les pays nordiques. La situation est totalement différente. On serait en Afrique. La situation aussi très différente. Ou au Canada. On est en France. Et malheureusement, on a des capacités limitées. Voilà la situation. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. C'est très clair, mais en fait, ce qui est passionnant dans ce sujet, c'est qu'on a à la fois les contraintes techniques, on a aussi les contraintes géographiques, les contraintes des peuples, donc ce qu'on appelle... Et les contraintes économiques. Et les contraintes économiques, donc le réel en somme. Et face à ça, on a l'idéologie, des idées qui sont peut-être très, très bonnes, très louables, mais qui manifestement se heurtent aux réalités. Et ce qui m'étonne, c'est comment se fait-il, parce que vous n'êtes pas le seul, on a quand même des gens comme vous, je ne l'ai pas dit, vous avez fait Polytechnique, mais on en a des gens brillants en France qui sont capables de voir ces réalités, et en Europe aussi, j'imagine. Et pourquoi des voix comme la vôtre ne sont pas plus entendues par le milieu, notamment politique ? Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a une influence considérable des lobbies. Alors, il y a deux types de lobbies. Il y a ceux qui le font par idéologie. Et c'est l'idéologie de la décroissance. Ils sont extrêmement présents au niveau européen. Pourtant, ils représentent assez peu de voix au niveau du Parlement européen, mais ils ont une influence considérable. Et ils ont une influence considérable au niveau de la Commission européenne qui prépare les directives. Il faut le savoir. Moi, j'ai connu ça. Et il faut le dire aussi, il y a une idéologie qui vient des Verts allemands, des Grünen. Et comme l'Allemagne est en position de force au niveau européen, l'Allemagne, je dirais le gouvernement allemand, influence fortement les orientations qui sont celles de la Commission européenne, donc de l'Union européenne, si vous voulez. Et en particulier le fait que les Allemands pour le moment, peut-être qu'ils vont revenir sur cette position. À mon avis, c'est une erreur majeure de Mme Merkel, mais pour le moment, ils ne veulent pas entendre parler du nucléaire. Les Autrichiens non plus, d'ailleurs. Mais ils vont être obligés sans doute d'y venir, parce que sinon, je ne vois pas d'autre solution.
S'ils vont continuer à brûler du charbon qui pollue toute l'Europe et qui dégage également énormément de gaz à effet de serre. Donc on est dans une impasse dans cette affaire. Et il faut sortir de cette impasse. Il faut que l'Europe sorte de cette impasse. Ou sortir de l'Europe. Alors, moi, je ne vais pas jusque-là, hein, mais je dirais qu'il faut mener un combat qui va être très difficile, mais il faut le mener avec détermination. Et il faut que la France s'y prépare. Et ce n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Donc, il y a donc cet aspect-là, c'est l'influence. Et puis, il y a bien évidemment, derrière cela, les financiers, qui voient un intérêt considérable à investir sur des industries qui sont garanties par l'État. Ça, on le comprend très bien. C'est-à-dire que moi-même, si on me dit tu mets 10 et je te garantis 30, oui, je veux bien mettre 10. C'est des bons, en quelque sorte, c'est des bons du Trésor qui rapportent 3 fois plus. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'avais en tête que l'Union européenne avait été construite sur un marché commun et que l'objectif de ce marché commun, c'était notamment la baisse des coûts. Et là, on arrive au résultat précisément inverse de ce qui était censé être à l'origine du projet, c'est-à-dire un projet de concurrence libérale, quoi qu'on en pense, hein, mais qui au moins devait, optimiser les coûts et favoriser le consommateur. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Plus du tout. Il y a cette idéologie sur le... Si vous voulez... Il y a une certaine naïveté au travers de cette lutte contre le réchauffement climatique. Moi, je ne suis pas climato-sceptique, hein, loin de là. Je pense qu'il faut que la France prenne sa part. Elle l'a déjà prise avec son parc nucléaire. Mais on l'a déjà. Nous n'émettons pas, pour la production électrique, quasiment pas de gaz à effet de serre. Ça sera quasiment impossible de faire mieux. Et si vous voulez, on dégage 2 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne. Notre contribution au réchauffement climatique au niveau de la planète, c'est 0,7%. Les Allemands, c'est 1,4%. 1,4%. Je ne parle pas des Chinois, on est à 26%. Vous le trouverez dans ce numéro de transition énergie là, dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui donne la répartition. Donc, il faut effectivement contribuer, je pense que c'est normal, mais pas de la manière... dont on s'y prend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en augmentant le prix de l'électricité, qui est le principal facteur qui permet la décarbonation, puisqu'on produit de l'électricité avec le minimum d'émissions de gaz, on ne favorise pas l'électrification des usages. C'est pour ça que, par exemple, la voiture électrique, elle démarre pas, quoi. Non seulement ça, on détruit l'industrie automobile européenne. C'est pas propre à la France, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne, qui est dans une situation absolument épouvantable. Oui, il faut comprendre pourquoi, parce que en Europe, on a poussé à la meilleure maîtrise technologique le moteur à combustion. Voilà. On est vraiment les meilleurs au monde pour faire ça, beaucoup plus que les Américains, notamment parce que nos ressources en termes de pétrole sont très faibles, donc on a su optimiser le moteur. Exactement. Beaucoup mieux que les autres. Et notre avantage concurrentiel est en train de se faire complètement s'aborder par l'électrification. À mon avis, il y a une erreur de fixer comme date limite 2000, je crois que c'est 2040, je crois, la fin du moteur thermique, ou 2035, je sais plus C'était 2035, je crois que c'est en négociation pour prolonger un peu. 2035. À mon avis, ce qu'il aurait fallu d'ailleurs, c'est maintenir la voiture thermique, mais avec des consommations les plus faibles possibles, de l'ordre de 2 litres au 100 km. En voie d'être fait. C'était en voie. On maîtrisait complètement la technologie, alors qu'aujourd'hui, on va être dépassé par les Chinois, et c'est les Chinois qui vont vendre des voitures électriques en Europe. C'est du n'importe quoi. Et en plus, paradoxalement, avec des moteurs à basse consommation, on pouvait aller vers des voitures plus légères, peut-être avec des nouveaux matériaux, ce qu'on ne peut pas faire avec les batteries, parce que on en revient à ce problème de stockage. Tout à fait. Ça pèse extrêmement très lourd. C'est très lourd. Alors, si vous le permettez, on peut peut-être arriver maintenant à la péninsule ibérique. À la péninsule ibérique. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est très difficile d'avoir des détails parce que il y a une pression, il faut quand même le dire très, très clairement, du gouvernement espagnol et au-delà, je pense, de la Commission européenne
pour pas dévoiler exactement ce qui s'est passé. Alors, on attend un rapport, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui doit sortir, qui est rédigé par l'Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, une association que j'ai cofondée en 2001, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce rapport doit sortir début octobre. On va voir ce qu'ils vont dire. Moi, compte tenu de mon expérience, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai des activités dans ce domaine, hein, comme vous le savez. J'ai ma propre idée. Hein. Tu vois, je l'ai dit d'ailleurs le lendemain ou le surlendemain de la panne, j'ai été invité sur plusieurs médias. C'est le fait que quand il s'est produit la fameuse panne, on avait 70% de l'électricité produite sur la péninsule ibérique qui était d'origine solaire et une faible partie éolienne. 70% du mix électrique dont je parlais tout à l'heure. À l'instant, alors il faut savoir que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ces moyens de production éoliens et solaires sont de nature très différente des moyens de production hydraulique et des moyens nucléaires ou moyens thermiques classiques. Non seulement ils ne sont pas pilotables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire l'électricité au moment où vous en avez nécessairement besoin, on l'a dit tout à l'heure, mais ils ne contribuent pas à la stabilité du système électrique interconnecté. Alors comment ? Sur un grand système électrique interconnecté, du fait en particulier que l'électricité ne se stocke pas et que la consommation varie en permanence, il faut en permanence ajuster la production à la consommation, c'est ce que j'ai dit. Mais dès qu'il y a un écart entre la production et la consommation, ça se traduit par une variation de la fréquence du réseau. Écart dans les deux sens, hein, que ça soit en surproduction ou en sous-production. Alors, si on est en surproduction, à ce moment-là, la fréquence dépasse 50 Hz, et si on est en sous-production, elle est en dessous de 50 Hz. Et les protections sur le système électrique sont ainsi faites, parce qu'on protège le matériel, que si l'écart est trop important, ça disjoncte. Il y a des protections qui mettent hors service ces moyens de production. Et c'est là où on va vers l'effondrement complet du système électrique. Et c'est ce qui est produit le 28 avril sur la péninsule ibérique à 12h33 exactement. Alors, il faut savoir que... Alors, c'était un problème de surproduction ou de... Alors, c'est plutôt un problème de désynchronisation du système ibérique par rapport au réseau européen. Alors, je vais expliquer comment. Sur les lignes d'interconnexion entre les différents pays, vous avez des protections qu'on appelle la rupture de synchronisme et qui permettent d'éviter que si un blackout se produit dans un pays, ce blackout s'étende sur le pays voisin. Vous voyez, c'est un pare-feu en quelque sorte. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que à 12h33, les protections par rupture synchroniste sur les lignes d'interconnexion en courant alternatif, j'entends bien, entre la France et l'Espagne, ont mis hors tension ces interconnexions. Et à ce moment-là, il n'y avait plus l'apport de synchronisme de l'Europe au travers du réseau français. Et en 5 secondes, le réseau ibérique a été mis hors tension. Et le blackout s'est produit. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une perte de synchronisme. Alors, pourquoi la perte de synchronisme ? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de moyens qui contribuaient à la stabilité du système en fréquence. Il y a un autre paramètre une autre grandeur qu'il faut également contrôler en permanence en temps réel, qui est la tension. On retrouve toujours puissance active, tension. Hein. Vous voyez, c'est la fréquence, c'est la puissance active. Et tension. Et là aussi, il y a eu des écarts de tension. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et j'attends d'en savoir un peu plus, parce qu'ils disent rien. Ils ont une consigne à dire, les exploitants ne disent rien. Vraisemblablement, il y a eu préalablement à l'ouverture des interconnexions dont je parlais, d'interconnexions par rupture de synchronisme, il y a eu des déclenchements de 3 centrales solaires dans le sud-ouest de l'Espagne et qui ont vraisemblablement
déclenchés par surtension. Et donc ça, c'est le fait initiateur, en quelque sorte. Mais à eux seuls, ces événements n'auraient pas dû conduire à l'effondrement du système électrique s'il y avait eu suffisamment de moyens qui contrôlaient la fréquence et la tension sur le réseau ibérique. Et il n'y en avait pas assez, si vous voulez. Donc c'est ça qui a provoqué l'effondrement. Pour comprendre, pour prendre une image, mais vous allez me dire si je me trompe, c'est un peu comme chez nous, on a notre tableau électrique, et si ça disjoncte, soit j'ai juste un appareil qui peut disjoncter, ou une ligne, ou tout le tableau. Et là, en réalité, par contamination, c'est tout le tableau qui a sauté. Je vais vous donner une autre image. Je ne sais pas si vos auditeurs ou spectateurs vont peut-être le comprendre. Si vous voulez, le fait d'être obligé en permanence d'équilibrer l'offre et la demande, la production et la consommation, c'est comme si vous aviez un équilibriste sur une corde raide avec effectivement un grand moyen de stabiliser, si vous voulez. Tantôt on penche à gauche, tantôt on penche à droite. Et grâce à ça, on se maintient en équilibre. Hein. Et le fait de réduire la part des énergies qui contribuent à la stabilité, c'est comme si on réduisait la longueur de ce système stabilisateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et au bout d'un certain temps, on tombe. C'est le blackout. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. C'est une manière imagée, hein, je dis bien. Ça ne correspond pas à la réalité physique, ce que je dis là. Mais c'est à peu près la même chose. Hein, donc, si vous voulez, je vais vous le dire tel que je le pense, les gens qui poussent cette politique complètement folle de développement à marche forcée des éoliennes et des panneaux solaires, ils jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu. Et on va voir un blackout, peut-être en Allemagne, qui risque d'ailleurs de s'étendre à d'autres pays d'Europe. Parce que, les conséquences, elles sont économiques, mais elles peuvent être gravissimes. Il y a eu en termes de sécurité, de santé. Hein. En Espagne, on ne le dit pas, mais il y a eu plusieurs morts. Tous les trains, les métros s'étaient arrêtés, l'aéroport de Madrid était bloqué, ainsi de suite. Alors, la reprise s'est faite assez rapidement, en une dizaine d'heures, un truc comme ça. Mais si ça se produit à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, par exemple, ça peut durer plusieurs jours. Rendez compte, priver d'électricité un pays comme la France pendant 3 jours, 4 jours, mais c'est la crise politique. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit ailleurs dans le monde. En Australie, il y a eu ce problème. Vous étiez vraiment les champions des énergies renouvelables intermittentes. Il y a eu plusieurs blackouts successifs. Il y a eu une crise politique, nouveau gouvernement. Et vous savez quelle est la décision qui a été prise par le nouveau gouvernement? Ils ont commandé en catastrophe plusieurs milliers de mégawatts de turbines à gaz pour restabiliser le réseau. C'est pas le seul. Je pense que la Commission européenne devrait écouter davantage des ingénieurs. Et malheureusement, il y en a de moins en moins au sein de la Commission européenne. Voilà mon point de vue. Écoutez, sais pas si c'est la conclusion. Si, on va s'arrêter là. C'était passionnant parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'avais plein de questions, évidemment. Mais ça ne sera l'occasion de vous réinviter. J'en profite pour vous remontrer la revue donc Énergie, Transition et Énergie. Donc là, c'est le numéro 26, mais c'est la nouvelle formule avec la nouvelle équipe, donc avec maintenant cette équipe dont vous êtes le président, avec Fabien Bouglet et bien d'autres. Franchement, c'est très... Je cite aussi le rédacteur en chef, parce que c'est lui qui fait le boulot, il faut quand même le dire, c'est Éric Lézère, ancien journaliste du Monde. Eh bien, je vous invite, chers amis auditeurs, à regarder cette revue. C'est vraiment très instructif. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation. C'était absolument passionnant. Et ça donne aux éditeurs cette manière de voir que les questions scientifiques et techniques sont reliées très souvent à des questions politiques, idéologiques, économiques. Et ça a été pour nous une manière d'aborder un peu ces sujets. Merci encore. C'était un plaisir. Merci beaucoup.